Dimanche 6 septembre 2020, mesdames, messieurs, bienvenue, bonjour et merci de rallier Eden Télévision. La ferveur préélectorale s'est vue quelque peu modérée cette semaine par le communiqué du gouvernement de Patrice Talon qui interdit aux suscitants l'usage de l'image de chef de l'État à des fins propagandistes. Même si ce communiqué l'exprime de manière insidieuse, il n'en demeure pas moins vrai que les suscitations ne sont pas jusqu'à ce jour interdites. Pendant ce temps, le professeur Joël Aïvor poursuit son périple de par le Bénin. Et quant à l'opposition, elle s'organise non sans peine. Pour nous lire l'actualité sociopolitique au pays ce matin, ce dimanche matin, nous recevons pour vous une des figures politiques influentes de sa génération. Transfuge de l'ancien régime de changement-refondation, il reste l'un des soutiens de Patrice Talon. Entre conviction, conversion et versatilité, Frédéric Béhanzin tentera de rassurer le landerneau politique béninois sur son choix, ses options, et ce sera dans Dimanche Politique. Monsieur Béhanzin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À moi. Alors, le premier volet sur cette émission, c'est bien sûr la découverte de notre invité que nous recevons. Et cette découverte est un exercice que fait l'invité lui-même. Qui est Frédéric Béhanzin? Au-delà de ce que nous savons, au-delà de l'ancien fou du roi, qui est-il? Quel a été son parcours? Comment en est-il arrivé là? Merci, monsieur le journaliste. Frédéric, c'est le petit garçon qui était né le 29 janvier 1966 à Boycon, de père Charlemagne et de mère Rose. Dieu m'a fait la grâce et aujourd'hui, je continue à les côtoyer. Donc, je vis encore, mes deux parents sont encore en vie. Une chance, hein? C'est une chance, c'est une grâce. Oui. Ah oui. Et puis, bon, voilà, j'ai fait mes écoles primaires, mon parcours primaire. Après la troisième, je suis remonté à Cotonou et pour continuer mes études secondaires au collège Père-au-Pierre, à partir donc de la classe de seconde. Et puis après donc les études secondaires, pour certaines difficultés de la vie, je me suis en même temps donc lancé dans la formation professionnelle en décrochant successivement 2 DTS que vous appelez aujourd'hui BTS, ça c'est le diplôme de technicien supérieur. Je les avais décrochés en déclaration en douane, transport maritime et magasinage. Et puis le second DTS, c'est en marketing et action commerciale. Donc j'ai connu le port à partir donc de 30 novembre 1993. C'est plutôt la version moderne du BTS que vous avez. Oui. Et puis bon, voilà, je suis devenu très rapidement un leader incontournable dans le milieu portuaire. Et entre-temps, de par mes relations, quelqu'un qui aujourd'hui, à qui je continue à remercier, le général Lorouillon Jean-Pierre, et qui est un Ivoirien qui fut le directeur Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, donc de l'Interpol. J'ai connu la Côte d'Ivoire et je suis devenu très, très vite le directeur donc, de Côte d'Ivoire Transit jusqu'en 2001 où je suis revenu dans mon pays pour prendre la tête du puissant syndicat des déclarants et enleveurs du Bénin, SINADEM. Ah oui. Et notre objectif premier, c'était donc d'apprendre à dire non à la corruption dans le milieu douanier, dans le milieu portuaire. Donc le général Mathieu Keyoku m'avait mis à la disposition de la bouillante Anne-Sika Adjaï, la cellule de moralisation de la vie publique, avec qui nous avions quand même réussi beaucoup de choses dans le milieu portuaire. En tout cas, les acteurs portuaires savent ce qu'ils nous doivent et en quoi nous avons été utiles à un moment donné pour eux. Bon, en 2005, lorsque j'ai senti le besoin d'aller à la politique, avec des camarades, des amis, nous avions créé ensemble le MAR, Mouvement pour l'Alternative Républicaine, qui était un parti politique, qui, dans la force des choses et les réformes du système partisan qu'encourage le président Talon, le MAR s'est reversé donc dans le bloc républicain. Et aujourd'hui, bon, j'ai la chance
d'être le coordonnateur de la commune d'Abomey pour le bloc républicain. Ça, c'est ce qui est du parcours politique. Oui, nous avions été fous du roi. Quand on dit fous du roi, ça n'a pas été une institution formelle. C'est juste donc une appellation que par taquin, l'ancien président Boni Yahi nous appelait les fous du roi, les fous de la République, les chiens, etc. Tout ce que vous saviez en son temps. Donc c'était juste donc pour nous qualifier, pour apprécier notre promptitude à aborder les sujets brûlants, les sujets sérieux qui caractérisent donc cet effet de la nation. Donc c'était pas donc une structure formelle. Et puis n'oubliez pas que qui dit FCBE dit d'abord le président Patrice Talon, parce que c'est lui qui avait créé FCBE. C'est le président Talon il était le vice. Mais c'est une déclaration sensible et grave. Même le président, c'est pas grave. Le président Talon sait, et tout le monde sait que Yahi Boni même, le président, l'ancien président Yahi Boni même appelait le président Talon président. Oui, donc, mais il n'a jamais été présent. Il n'a jamais été présent aux manifestations officielles. Oui, c'est un homme qui aime vivre caché. Alors. Mais très influent. Et tout le monde sait que son influence ne date pas du président Boni Yahi. Non. Son influence, c'est une étoile. Il peut avoir fait les coulisses, mais dit qu'il est. Non, il était tout pour nous. Je ne dis pas qu'il a eu la carte FCBE, mais je dis que FCBE n'existait pas sans lui. C'est une honnêteté. Moi, ce qui me caractérise, c'est la fidélité à la nature. C'est pour ça que je dis, je peux trébucher, mais je ne tombe pas. Parce que Dieu est toujours donc dans la barque. Alors, voilà donc mon parcours politique. Aujourd'hui, bon, au sein donc des Fous du Roi, je portais donc la casquette des jeunes patriotes du Bénin, que nous avons gardée, parce que l'objectif des jeunes patriotes, c'est la communication politique. Et nous continuons à le faire. Nous maintenons donc cette option-là et nous continuons sur le plan professionnel. J'ai été un administrateur, surtout directeur général adjoint de BNS, qui avait ses activités principales dans le milieu portuaire. Après, je suis devenu l'administrateur principal du groupe Entreprises, Ports et Services, dont je suis à ce jour l'administrateur principal, le premier responsable. Et puis, bon, en 2015, j'ai été porté à la tête de la fondation Roi Béhanzin, dont je suis le président du conseil d'administration, qui a des relations avec la pharmacie humanitaire internationale. Et le premier objectif, donc, c'est de permettre aux hôpitaux qui manquent cruellement de moyens dans notre pays, donc de les équiper gratuitement. Donc ça, c'est pour le social. Donc, chers amis, voilà, de façon un peu ramassée ce que nous sommes et que Dieu nous aide à aller plus loin. Voilà, le parcours politique et le parcours professionnel et politique de Frédéric, de Frédéric Béhanzin à ce jour. Alors, on va poursuivre, mais avant d'ouvrir la première rubrique, une question. Comment s'est opérée la transition, la conversion de l'ancien Fou du Roi au soutien fidèle et fiable de Patrice Talon? Je vais juste rappeler à mes frères béninois que mon rapprochement par rapport donc, au président Talon ne date pas du moment où il a pris le pouvoir, le pouvoir d'État. Non, mais vous savez, je faisais partie même de ceux qui étaient à Paris pendant que ça chauffait. Je faisais partie de ceux qui étaient à Paris. C'est de mon retour de Paris que j'ai été brutalisé et on m'avait affecté un garde corps rapproché de force. Donc, il faut comprendre beaucoup de choses. Et quand le président Talon, en 2012, fin 2011, début 2012, avait eu la gestion du PVI, son entreprise avait eu la gestion du programme de vérification des importations nouvelle génération, c'est bien Frédéric Béhanzin qui avait été donc invité à présenter le dossier, même en Conseil des ministres, bien que je ne sois pas ministre, mais qui avait été de beaucoup dans le soutien à apporter donc à la bonne gestion donc de ce programme dans le milieu portuaire. Donc je ne suis pas avec le président Talon aujourd'hui. Ce n'est pas une exception, mais je dis c'est juste pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas donc des parachutés, des gens qui sont venus de nulle part et comme je vous le disais,
même le système, dans le système donc, du président Boni Yayi, le président Talon était de beaucoup pour nous, les politiques, surtout les jeunes, qui avaient des ambitions et pour accompagner. C'est vrai qu'à un moment donné, il prenait quelques reculs parce que certainement qu'il ne voit pas de la même façon la manière de gérer, de conduire la chose publique. Bon, mais ça, c'est un homme qui parle très peu. C'est un homme d'action. Donc, vous ne pouvez pas donc, comprendre tout ce que lui qui caractérise donc, son comportement ou à faire ou à ne pas faire. Donc, chers amis, Frédéric Benzin, nous sommes demeurés le même. Frédéric Benzin, vous revendiquiez tantôt votre sens de fidélité. Mais à aucun moment, en presque une dizaine de minutes de présentation, je ne vous ai entendu faire le moindre hommage à Boni Yayi, l'ancien président de la République. Voyez-vous, je ne vous l'impose pas. Non, je vous en prie. Je n'ai pas commencé la politique au temps du président Boni Yayi. Je vous ai parlé déjà du général Mathieu Kérékou. Mais son régime vous a rendu plus visible. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Et chacun a joué son rôle et continue de jouer son rôle dans la République. Et du rôle que j'ai joué dans la République. Que ça soit mauvais ou ça soit bon, je m'efforce donc à parfaire. Je suis à la recherche effrénée de la sagesse. Et que ceux qui peut-être n'appréciaient pas beaucoup mes prises de position, mes réactions, mes agissements, je leur présente toutes mes excuses et de comprendre que la réflexion va d'un champ à un autre. Que ce que l'ancien président Boni Yayi a fait pour la République, ça a été son devoir. Ça a été son devoir. Et je n'ai jamais dit ici, bien que je n'ai pas chanté son éloge, mais je n'ai pas aussi terni son image. Je n'ai pas dit qu'il a mal fait, je n'ai pas dit qu'il a bien fait. Chaque Béninoise et chaque Béninois sait en quoi sa gouvernance a été positive ou négative. Mais nous ne sommes pas venus ici pour faire le bilan du président Boni Yayi. Nous sommes venus ici pour nous projeter dans le futur en prenant certainement base sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Frédéric Benzin, la toute première rubrique est intitulée « La rupture et sa mouvance ». Et cela voudra beaucoup dire. Alors, Frédéric Benzin, la gestion interne de la politique à l'aide de la rupture, quelle lecture en faites-vous? Bon, moi, je trouve que le président Talon avait battu campagne sur le thème rupture. Aujourd'hui, tout comme moi, les Béninois doivent pouvoir apprécier s'il s'agit d'une incantation, s'il s'agit d'un fait réel, s'il s'agit du réel ou du irréel, s'il s'agit de bon gré ou du mauvais. Chacun à son niveau doit pouvoir apprécier. Mais moi, je veux parler globalement sur ce qui intéresse le Bénin. La vie. Lorsque vous prenez la vie, généralement, on nous dit l'eau, par exemple, c'est la vie. Quand je prends maintenant donc ce besoin primordial, nécessaire, indispensable pour la vie humaine, on était à quel niveau et aujourd'hui on se trouve à quel point? Répondez-y. Et je vous dis, quand vous prenez seulement Aboubé Calavi, la commune d'Aboubé Calavi, la commune d'Aboubé Calavi avait pour le stockage de l'eau potable, avait 500 mètres cubes de capacité pour le stockage. Mais en 3 ans, c'est passé de 500 mètres cubes à 8000. À 4000, pardon. Ça fait 8 fois plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a multiplié par 8 la possibilité à un citoyen, à un Béninois vivant donc dans la commune d'Aboubé Calavi seulement. Donc, il lui a apporté un plus. D'énormes apports. Quand je prends Boycon, qui est ma localité, avant, quand vous ouvrez le robinet, il faut peut-être 3 heures, 4 heures pour qu'un seau d'eau puisse se remplir. Mais aujourd'hui, tout le monde apprécie, avec la construction donc, du château d'eau de Boycon, qui est à Romainjo là, tout le monde sait ce qui se passe. Quand vous prenez l'électricité,
D'abord, depuis 2016, quand le président Talon était venu, on était obligé, le gouvernement était obligé d'aller à une location d'environ 180 MW pour que les Béninois puissent avoir le minimum pour la stabilité de l'énergie. N'oublions pas que lorsqu'il y a coupure, beaucoup de choses, des denrées alimentaires, tout ce que nous avions certainement mis dans nos frigos, et les appareils, tout, nous connaissons d'énormes pertes. Mais tout le monde, aujourd'hui, qu'on aime Talon ou qu'on ne l'aime pas, on doit pouvoir quand même comprendre que nous avons une certaine stabilité d'électricité. Et la construction de Maria Glita, sans tam-tam ni trompette, en 18 mois, ils nous ont livré une centrale de 160, je crois bien. Même si cela n'a pas pu résoudre. Alors, et tout ça, globalement, avec la réhabilitation des centrales. Avec non, vous voyez, le délestage, là, nous ne sommes pas Dieu. Les machines aussi, là. Même l'homme que Dieu a fabriqué, à un moment donné, tombe malade. Il peut y avoir plusieurs raisons qui nous conduisent donc à la coupure d'électricité, mais momentanée. Donc on ne peut pas dire que au Bénin, il n'y aura plus jamais coupure d'électricité. On ne dira pas ça. Mais c'est ce qu'a annoncé le ministre Oussou. Non, je vous en prie. Aux premières heures de sa nomination. Non, mais d'abord, il y a des foyers qui se multiplient tous les jours. Donc le besoin en électricité donc, augmente toutes les secondes. Dès lors que vous voyez quelqu'un, un jeune étudiant qui finit, qui loue une pièce, ou bien qui loue une entrée couchée, un studio et autres, il a besoin de l'électricité. Donc ça fait une consommation de plus toutes les secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'il faut conduire, il faut gérer de façon à ce que tous ceux-là puissent être alimentés. Mais gouverner, c'est prévoir. Oui, et c'est parce que nous sommes dans cette prévision qu'on est parti de 0 mégawatts pour aller à 160 aujourd'hui avec la réhabilitation des centrales qui sont à Porto Novo, Nati Tengu, Parakou, etc. Donc, il faut déjà donc dire que c'est une réussite. C'est quelque chose que nous avons gagné. Mon cher ami, et le Bénin aujourd'hui est très bien apprécié. Et quand, quel que soit ce que les gens disent, l'opposition n'est pas dans les actions. L'opposition est dans la parole. L'opposition est donc tous ceux qui disent aujourd'hui que non, c'est des incantations, on ne fait rien, on ne fait cela, non, vous aussi, même pour arriver chez vous, pour arriver ici maintenant, j'ai dû garer mon véhicule à distance. Tout simplement parce que il y a donc les voies bitumées encore, c'est nouveau. Que nous voyons de bitumage, de voies qui traversent donc des quartiers et autres. À part Rêve-Vive, on n'en connaissait plus. Oui, avant d'en venir à la suite, avant de poursuivre avec, avec les prouesses du gouvernement de Patrice Talon, Frédéric Berzin, dites-moi, et s'il vous était demandé à ce jour, comment se porte le Bénin? Mon cher ami. Au-delà des voies, des rues et autres, comment se porte le Bénin et le Béninois? Et vous savez, ceux qui ne sont pas au Bénin apprécient mieux et voient mieux la façon dont le Bénin est gouverné et la façon dont le Bénin, l'image que le Bénin projette aujourd'hui. Et ça, sur le plan économique, par exemple. Vous l'avez dit, ceux qui sont loin. Oui, c'est-à-dire les institutions. Ce sont de lointains spectateurs. Vous voyez quelqu'un qui te parle de l'argent, par exemple. Et que tu prends cet argent, tu vas pour épouser une femme. Tu vas mettre ça donc dans des cérémonies funèbres et autres. Mais écoute, tu le choques. Mais par contre, si il te passe de l'argent, et tu prends cet argent pour aller donc développer les travaux champêtres, tu prends cet argent pour installer donc une activité économique et autres. Autrement dit, Frédéric Berzin, oui? tout va super bien au Bénin. Je ne dis pas super bien, mais ça ne va pas mal comme les gens veulent projeter. Aujourd'hui au Bénin, honnêtement, le sens de vie, le code de vie, les éléments qui sous-tendent donc une vie normale sont nombreux et variés. Et le Béninois que nous sommes, malheureusement, lorsque notre ventre n'est pas rempli, même de choses de mauvaise qualité, c'est que nous ne mangeons rien, nous sommes malheureux, nous sommes ceci. Et c'est ce triste constat que nous faisons au niveau de la population qui trouve qu'on a faim, rien ne va, alors que tout va
pour le mieux et va s'améliorer au fur et à mesure que chacun de nous aura à jouer son rôle. Les principes socles mieux partagés par le gouvernement de Patrice Talon, vous le savez, c'est la rupture, c'est le nouveau départ. Le gouvernement a-t-il vraiment rompu avec l'état d'hier, devrait dire? Et on ne bâtit pas une nation en 4 ans. Mais beaucoup de pions ont été déplacés. Quand vous prenez par exemple les réformes au niveau du port de notre pays, qui est le poumon de notre pays, vous allez constater avec moi que le port est en train donc d'évoluer. C'est-à-dire les réformes portent ses fruits. Quand vous voyez les réformes agricoles, vous prenez donc l'eau, vous prenez donc l'érosion côtière, vous prenez la lutte contre la corruption. Tout ça, tous les Béninois doivent accorder qu'il y a de la rupture par le passé. Le Béninois aujourd'hui avec tout ce qui se faisait. Le Béninois aujourd'hui, lorsqu'il veut toucher quelque chose qui ne lui appartient pas, il a peur. Vous prenez seulement donc les policiers qui ont été repositionnés, dont les objectifs ont été réactualisés. Vous voyez, non seulement nous n'avions plus de braquage, on n'a que les petits délinquants qui continuent à voler à 4h, 5h du matin sur des motos, mais le grand banditisme a reculé. D'accord. Pendant ce temps, le policier fait correctement son travail. Très bien. Frédéric Béhanzin, à l'avant-veille de 2006 ou de 2011, aviez-vous répertorié autant de suscitations, autant de mouvements suscitant l'avènement du docteur Boni Yahi ou recommandant à Boni Yahi de remplir? Au contraire, l'avènement de Boni Yahi avait créé trop de suscitations. N'oubliez pas, mais nous étions dans une période populiste où c'est la grande masse, c'est le grand monde mobilisé les gens dans les stades. Nous en avions participé. On était quand même tous au pays. Nous en avions participé. On ne parle pas de grands rassemblements, de mouvements. Non, aujourd'hui. Je parle de la kyrielle, de l'avalanche de suscitations que nous notons actuellement. Oui, parce que d'abord, c'était la fête donc, du régime Mathieu Kérékou, où, par rapport à la lecture et pour beaucoup d'autres raisons, même avant que le général Mathieu Kérékou ne finissait donc son quinquennat, vous aviez vu beaucoup solliciter, il n'était pas seul. Il y a les anciens aussi, le président Bruno Amoussou, qui était donc encore en élan, dans son élan. Il y a le président Roubedji. Donc ils étaient nombreux. Donc les mouvements humains pour susciter la candidature de telle ou de telle personne étaient nombreux, très nombreux. Et chacun donne la forme qu'il veut à sa réaction. Contrairement à aujourd'hui, où en vérité, si le président, sinon le ministre Koupaki, a juste vu, donc de rappeler aux Béninois, à nous mouvanciers, ce que notre chef n'aime pas. Rappel, vous dites? Oui, il nous a rappelé parce que nous le savions. Au début du quinquennat, il avait dit. Et il nous a rappelé, il dit, attention, le patron n'aime pas le populisme. Et il faut comprendre qu'avec le coronavirus, les suscitations sont devenues même squelettiques. Maigres où c'est peut-être une dizaine de personnes, quinzaine de personnes que tu vas retrouver dans une salle en train de solliciter donc la carrière du chef de l'État. Non, on n'a pas besoin de ça. Le chef de l'État s'est fait parler de lui de par son bilan, de par ses réalisations. Et qui, aujourd'hui, crève l'œil. Ce n'est pas seulement à Cotonou, ce n'est pas à Lada, c'est dans tout le Bénin. Ah oui. Les réalisations qui crèvent l'œil. Oui, qui crèvent l'œil. On va justement en parler dans la rubrique suivante des réformes sociopolitiques. Frédéric Béhanzin, de votre position d'acteur politique et mouvancier attitré, fiable, dites-nous, quelle appréciation portez-vous sur les principales réformes politiques? Bon, les réformes politiques sont en cours de mise en œuvre et moi, en tant qu'acteur politique, je vois quelques faiblesses que certainement, on dit généralement dans l'administration que vous mettez en œuvre une mesure et au cours de sa mise en exécution, vous découvrez donc les forces et les faiblesses et à travers cela, vous aménagez. Ce qui est entre-temps annoncé. Mais est-ce ce qui devait être? Maintenant, non, aucune activité humaine n'est exempte d'erreur. Donc je dis que c'est normal et surtout que cela concerne directement des hommes, des leaders, des acteurs politiques que nous sommes, qui sommes d'un individu à un autre, n'avons pas les mêmes convictions, n'avons pas les mêmes manières de voir. Et je dis que ces réformes-là, oui,
au moins, elle a réussi dans les grands rassemblements. Et vous avez constaté que toutes les forces qui résistent aux grands rassemblements sont en train de disparaître. Je parle donc de l'UDBN, je parle du PRD, je parle de... Qui vous dit que ces forces disparaissent? Oui, la réelle évaluation d'une force politique... Ces différentes forces politiques sont reconnues. Non, sont reconnues, d'accord. Mais elles sont... le cadre juridique actuel. Mais elles ne sont pas mises en place pour elles-mêmes, elles sont mises en place pour les citoyens. Et elles ont compris que... Non, je t'en prie, c'est visible. La participation, l'organisation des dernières élections et législatives et communales ont prouvé que seuls les grands rassemblements, même les FCBE qui constituent un rassemblement en tout cas pas maigre, quand même vous avez constaté qu'ils ont eu quelques mairies. Ça veut dire quoi? Lorsque vous mettez ensemble et que on dit plus on est ensemble, plus on est fort. Et lorsque donc vous résistez à vous mettre ensemble et que vous voulez jouer au singleton, c'est clair que vous émiettez vos capacités, vos forces. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le PRD est allé aux élections. L'UDBN est allé aux élections. Mais avec un résultat, 0 conseiller, 0 mairie, contrôle de mairie. Ça veut dire que si, admettons que l'UDBN et le PRD se sont mis ensemble, c'est clair qu'ils devraient avoir des résultats. Parce que le fait qu'ils ne se sont pas mis ensemble, et que chacun voulait jouer au-delà du cadre juridique, est-ce que l'atmosphère était favorable pour que s'expriment convenablement toutes les forces politiques? Pourquoi? Est-ce que le PRD, au cours des élections, au cours de la campagne, est-ce que vous avez eu des plaintes que le FCB, le BR ou bien l'Union progressiste, et que on a eu à empêcher le PRD donc à faire campagne, ou bien on a empêché l'UDBN à faire campagne, ou bien l'FCBE qui est le parti de l'opposition qui a participé, est-ce qu'on les a empêchés à faire campagne? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas eu du tout de violence. Donc c'est clair que nous avions tous bénéficié de la même atmosphère pour battre campagne et pour aller aux élections. Vous le pensez vraiment? Oui, absolument. Parce que moi j'ai été coordonnateur d'une commune, du bloc républicain de la commune d'Abomey, et c'est dans la fête. Au contraire, c'est entre le BR et l'UP que vous sentez même une adversité sur le terrain. Mais les forces d'opposition, personne ne les a bousculées. Mais entre les deux frères siamois là, l'un veut contrôler la tête, l'autre veut contrôler le tronc. Donc, on a senti même l'adversité. C'est vous qui le confirmez. Hein, oui, je le dis parce que j'ai eu la chance de coordonner les élections municipales et communales pour le compte du BR dans la commune d'Abomey, qui compte donc 7 arrondissements. Et je vous jure que dans chacun des arrondissements, les problèmes que nous avons gérés, le déplacement, le mouvement donc des huissiers pour les constats d'ici et là, c'est entre les forces de UP et BR. Ce n'est pas contre le FCBE ou bien le PRD, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, nous vous disons et nous vous précisons à nouveau que l'opposition a sa place au Bénin. Maintenant, si certains se réfugient derrière certaines petites considérations pour ne pas jouer pleinement leur rôle, les autres forces politiques que vous avez hâte de voir disparaître n'ont pas dit encore leur dernier mot. Je le souhaite. Je le souhaite parce que dans la diversité, dans la pluralité politique, d'abord le pouvoir qui est là a besoin d'une opposition pour lui rappeler ses faiblesses. Parce que nous n'avons pas besoin de ses faiblesses, nous avons besoin de ses forces. Et c'est clair, c'est une question donc de savoir-vivre, c'est une question de discipline. Lorsque vous êtes à l'intérieur, il y a des choses même que vous constatez, que vous êtes obligé donc de souligner, de rappeler donc l'esprit de l'autorité par des fiches. Souvent ces fiches peut-être ne lui parviennent pas. Alors que lorsque vous êtes de l'opposition, ceux-là préfèrent opter pour le direct. Sur une antenne, ils aiment parler directement. Mais moi, pour question de discipline, je ne peux pas dire, le président Talon a fait mal. Non, mais je dois me donner de la méthode pour donc faire aboutir au patron ce que j'apprécie pas trop bien. Voilà. Frédéric Béhanzin, nous allons poursuivre notre lecture de l'actualité sociopolitique et économique au Bénin. Et parlant d'économie, le Bénin a signé des prouesses au plan régional et international. Oui, le mouvancier le lira avec les prismes peut-être dithyrambiques, mais cela ne m'empêchera pas de vous permettre d'apporter votre appréciation, votre lecture de ces prouesses du gouvernement.
Bon, vous-même, vous avez utilisé un mot prouesse. Ça veut dire que déjà de loin ou de près, vous donnez quand même, vous trouvez une certaine satisfaction dans l'image que le Bénin projette sur le plan économique. Ce n'est pas nous qui le disons, mais il y a, de par le monde entier, des institutions mises en place par les États, les grandes nations, pour évaluer les petites nations que nous sommes. Mon cher ami, nous sommes dans un espace économique, la CEDEAO. Vous êtes d'accord avec moi que de par la révolution, la rupture, la qualité du béninois que le président Talon veut pour nous, ne sommes pas trop appréciés. En tout cas, le gouvernement du président Talon n'est pas trop apprécié par ses pairs de la sous-région. On le lit, nous le savons. Et ça, c'est une vérité. Parce qu'il n'est pas dans leur dynamique, il n'est pas... non, lui, il opte pour une rupture, ce qui est clair et ce qui est visible. On ne peut se développer en autarcie. Non, pas en autarcie. C'est tout un ensemble. Non, pas en autarcie, mais ne me dis pas donc d'aller me coucher dans le lit avec quelqu'un qui est atteint de corona. Pourquoi on conseille donc l'observation donc des règles? Non, parce que c'est pas parce que je t'aime, même si tu es mon épouse, et que je t'adore, et quand tu as un souci pour préserver notre progéniture, continuer le combat, je ne vais pas me mettre ensemble avec toi pour dire mourir ensemble. Oui, mais nous parlons ici de diplomatie. On ne dit pas non. La diplomatie béninoise, elle, je vous dis, lorsque nous mettons ensemble pour ne pas évoluer, alors il n'est pas conseillé de se mettre ensemble. Et la CEDEAO, en 2019, je crois bien, oui, en 2019, s'était retrouvé entre les chefs d'État. Et il s'agissait donc d'évaluer donc chaque nation. Mais ce sont eux qui ont trouvé qu'au Bénin, que le Bénin facilite mieux la circulation des personnes et des biens, est la première nation de la CEDEAO qui facilite mieux la libre circulation des personnes et des biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté d'aller et de revenir, la liberté d'action, la liberté donc d'initier, de gérer, s'observe au Bénin. Ça, c'est déjà une avancée. Ce n'est pas moi qui ai dit. Quand vous prenez par exemple, quand le ministre des Finances a été désigné par la BAD, Banque africaine de développement, comme le meilleur ministre des Finances de l'Afrique, ce n'est pas sa distinction personnelle. C'est la distinction d'abord de l'État béninois, du gouvernement béninois, dont l'artisan en chef est le président Patrice Talon. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Et le Bénin n'a aucune influence sur la BAD. Aucune. Donc, voilà les institutions qui apprécient. Lorsqu'il s'agissait au FMI et à l'Union et aux États-Unis de sélectionner donc des États qu'on doit accompagner pour l'attraction donc des investisseurs. 5 États dans le monde entier. Il y a 2 États africains qui ont été sélectionnés. Il y a le Rwanda et le Bénin. Mais est-ce que nous allons corrompre toutes ces institutions? Même le G20, sous l'influence de l'Allemagne et de l'Europe, ont trouvé que le Bénin, là, de par ses réformes, est un État qu'il faut appuyer. Tout ça, ce n'est pas Patrice Talon qui a influencé ça. Très bien, mais à quoi servent toutes ces prouesses macroéconomiques si le quotidien du Béninois est ce que vous savez? Très bien. Vous avez dit macroéconomique. Et derrière le macro, il y a le micro qu'il faut entretenir. Il y a un projet du président Talon qui peine à être plus visible. C'est le projet Arche. Ce projet-là, qui a déjà... on a déjà commencé. Qui est dans sa phase pilote. Qui est dans sa phase pilote. À Calavi, ici, dans le nord, permettons que ce projet puisse donc décoller véritablement pour que nous... Et qu'il en empêche. Pour que nous rendions compte de ce que, pour distribuer de céréales
il faut un processus. Il faut débroussailler le champ. Il faut labourer. Il faut semer. Il faut récolter. Et les récoltes seront distribuées. C'est la dernière étape, la distribution. Et cette distribution-là, elle est déjà en gestation. Et quand elle va commencer pour ne plus jamais s'arrêter. C'est ça, en vérité. Produire la richesse pour la redistribuer. La richesse, aujourd'hui, tout le monde, donc, s'accorde à ce que la richesse, donc, est en train d'être produite au Bénin. Et puis, la redistribution sera donc dans tous les plats, dans tous les paniers, dans toutes les casseroles. Et il faille que la population y soit. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous dis, lorsque les hôpitaux, aujourd'hui, donc, sont réhabilités et équipés, lorsque les routes, les émigrants, il faut les interroger. C'est des gens qui, de par le passé, les secousses donc des routes, les nids d'oiseaux, de poules que nous observons donc sur les routes font que le soir, quand ils dorment là, ils dorment à point fermé, ils dorment donc sans se rendre compte de ce qui se passe autour d'eux. Et le lendemain, ils sont obligés de prendre les barou qui aujourd'hui, Dieu merci, n'existent plus. Les bakoumens, les ceci, les cela, ils étaient obligés de se droguer pour pouvoir reprendre service le lendemain. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils disent, quand ils rentrent de façon fière. Ils rentrent même en sécurité. Ils rentrent et ne tombent pas malades dès le lendemain. Ça aurait été mieux s'ils étaient convertis et s'ils arrivaient je dirais, à changer leur maillot contre d'autres métiers, je dirais. C'est le souhait. Oui. Mais c'est le souhait. Mais tout le monde, on ne peut pas tout faire. Ça aurait été du social au sens humain. On ne peut pas tout faire en 4 ans. On ne peut pas tout faire en 4 ans. Moi, ma seule prière est que, avec ou sans le président Talon, que cette dynamique-là reste. Cette dynamique, c'est elle qui projette un lendemain meilleur de notre pays. Avec ou sans le président Talon? Oui, je dis avec ou sans le président Talon. Je prends la balle au bon rapidement pour cette petite parenthèse. Oui. Donc vous n'êtes pas de ceux qui partagent entièrement le principe que le président rempile. Le président Talon n'avait pas eu notre avis avant d'être candidat en 2016. Oui. Maintenant, aujourd'hui... Mais pourquoi vous battez pour qu'il rempile? Non, calmez-vous. Aujourd'hui, il a semé des choses. Il a fait des prouesses pour le Bénin. Il a donné aux Béninois l'espoir de vivre mieux. Même, et à lui maintenant de savoir si l'engagement qu'il a pris vis-à-vis du peuple béninois pour faire de lui un Béninois d'espoir, un Béninois meilleur, une vie meilleure demain, s'il fait tout ça pour ce pays, tous ces sacrifices pour ce pays, et qu'il trouve qu'il aime son pays, mais c'est cet amour qui lui a fait prendre le pouvoir en 2016. Et je crois que l'amour là est en lui. Donc il ne nous revient pas de dire le président Talon fait. Nous ne sommes pas Dieu. Mais je sais que l'amour qu'il a pour ce pays va le guider et il va aviser. Il va aviser. Et aviser et exprimer cet amour pour son pays aussi, vous le savez. Frédéric Béhanzin, c'est peut-être ne pas remplir aussi. C'est aussi une autre expression de cet amour. C'est peut-être confier la nation à quelqu'un qui peut faire autant que lui. Non, ce n'est pas lui. Il ne revient pas de confier la nation. Il revient au peuple de confier la nation à un de ses fils qu'il souhaite. Oui. Et c'est pour ça que et c'est aussi l'autre expression de cet amour. Oui. L'amour ne s'exprime pas qu'à travers le second mandat. Est-ce que de par notre volonté de voir le président Talon remplir, est-ce qu'il nous revient de tenir sa main pour lui signer donc sa demande donc de choses là, de candidature? Non, mais c'est d'une manière ou d'une autre, c'est ce que vous, sa mouvance, vous nous imposez, c'est ce que vous nous démontrez depuis quelques semaines. Ce qui est sûr, nous appartenons à des partis politiques. Oui. Et la discipline impose que ces partis-là aillent en session, aillent en conclave, apprécient et décident. Donc, ça aurait été plus responsable que toute la mouvance s'organise ainsi, tel que vous le dites. Oui, mais la mouvance s'organise. Non, de loin, tout en nous épargnant ces messes de suscitation. Non, mais c'est ça la faiblesse. Non, voilà encore les résistances face donc aux réformes donc du système partisan. Et ce n'est pas le président Talon qui est en train d'échouer. Ce ne sont pas des résistances. Ce sont les gestionnaires, les responsables politiques,
les bureaux politiques de ces partis qui doivent faire vivre les militants pour que le militant est leader. Ce ne sont pas des résistances, mais plutôt des lacunes de ces réformes que nous évoquions tantôt. De toute façon, les bureaux politiques doivent pouvoir tenir compte de tout ce qui se passe de raté pour mieux se corriger. Ouvrons maintenant, je dirais, l'avant-dernière rubrique pour nous intéresser à ce qui a fait l'actualité de ces derniers mois au Bénin. La fièvre électorale relative au communal. C'est vrai, c'est bien loin dans notre dos, mais on va continuer à en parler, puisque des communes restent jusqu'à ce jour secouées par des invalidations de sièges et autres par à coup on a connu récemment. Alors, Frédéric Béhanzin, des maires désignés aux maires élus, que retenir? Non, vous voyez, les réformes du système partisan nous conduisent vers la responsabilisation des partis politiques. Parce que vous n'êtes pas candidat sans que le parti ne vous désigne. C'est le parti, en vérité, qui a un projet, qui soumet un projet de société, en tout cas au niveau donc, du Bloc républicain, c'est le parti qui a soumis un projet de société à chaque mairie, au candidat de chaque mairie. Donc c'est le parti qui sait mieux celui-là, le conseiller-là, qui est élu et qui pourra conduire donc son programme à la tête de ces mairies. Et c'est clair, si ce n'était pas retenu, je le souhaite vivement, que ces maires qui sont désignés aujourd'hui soient évalués en cours de chemin. Parce que vous n'êtes pas nommé, par exemple, vous êtes nommé par rapport à une feuille de route pour la satisfaction de votre population. Si on vous met là, le parti vous désigne pour conduire donc le projet de société qu'il a élaboré pour le développement d'une ville donnée. Et que, chemin faisant, vous dérapez, vous n'êtes plus soucieux donc du développement de la ville, que le parti se donne l'autorité de vous démettre. Il ne faut pas que les maires qui sont là aujourd'hui... Et si cela ne répond à aucune disposition des tests de la décentralisation? Non, ça répond, puisque les tests, si vous parcourez bien les tests, il y en a des clauses qui favorisent la chose. De toute façon, il n'avait jamais été question de désigner des maires. Non, mais les tests ont reprécisé les choses. Oui, les tests ont reprécisé. Vous voyez? La version complétive. Est-ce que c'est complet, la version complétive? Non. Je dis simplement que ça a été une précision. Ça n'a pas été un complément. Ça a été une précision des choses. Et là, chaque maire doit savoir aujourd'hui qu'il n'est pas là pour 6 ans. Il est là pour rester 6 ans durant que si seulement si il joue correctement son rôle. Lorsqu'il ne joue pas correctement son rôle, le parti a le pouvoir. Est-ce une menace pour les maires? Non, ce n'est pas une menace, mais ils doivent savoir quand même que cela, c'est une épée de Damoclès. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas là pour leurs beaux yeux, ils sont là pour jouer un rôle, pour participer à l'essor de leur ville. Et s'ils ne le font pas, si vous ne le faites pas, soyez sûr que d'un jour à autre, que vous soyez démis par le bureau politique du parti. Parce qu'on ne va pas vous laisser pour perdre le contrôle de la mairie demain. N'est-ce pas une aberration que le fait de permettre aux citoyens de voter et de désigner après le leader, un leader pour conduire la destinée de la commune? Non, voyez-vous, aucun candidat n'a signé un protocole pour dire « je vais pour devenir maire ». Vous allez pour être élu conseiller. Oui. Et c'est le parti qui vous envoie. Et les conseillers sont de potentiels maires. Sont tous de potentiels maires. C'est pour ça que, pour avoir rejeté les candidatures unilatérales, les candidatures indépendantes au niveau donc des mairies, je dis c'est la meilleure formule. Il faut comprendre, il faut savoir lire les choses. En rejetant les candidatures indépendantes, c'est pour que chaque candidature soit portée. Et c'est le parti politique qui porte votre candidature. Il revient et le parti politique n'a pas signé un protocole avec vous pour dire si vous êtes élu, c'est vous qui deviendrez le maire. Non. Tout ce que vous avez entendu dans les villes où on dit c'est le président Talon qui a amené X, c'est le président qui a envoyé Y, c'est faux. Le chef a dit là, c'est du mensonge. Le chef ne dit rien. Et le chef tellement a laissé le pouvoir aux forces politiques, au bureau politique, de telle enseigne que si vous êtes un peu proche,
vous allez comprendre que tout ce qui se dit là, c'est du mensonge. Il y a des gens qui pensaient qu'ils devraient être maires. Quand vous prenez par exemple, bon, je ne vais pas citer, je ne vais pas donner ces exemples-là, mais c'est pour vous dire quand même que je ne vais pas citer de nom. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui formellement disaient que c'est eux les maires, les prochains maires. Mais à l'arrivée, ils ne le sont plus. Il y en a même qui ont kidnappé, même comme par le passé, des conseillers pour penser que bon, ce sont des conseillers qui vont les imposer aux partis politiques. Niet. La force est restée à la loi. La discipline s'est imposée à tout le monde. Mais de nos jours, les conseillers et autres cadres à certains niveaux sont kidnappés d'une manière ou d'une autre. Il y a un culte de procuration. Non. De nos jours, je ne vous apprends rien. Non. Au niveau des communales, au niveau des communales, instances de la République. Non, au niveau des communales, avec la reprécision donc des tests, que vous ayez une procuration ou pas, ça n'a plus son effet. Puisque c'est le bureau politique qui désigne. Le bureau politique désigne X ou Y, on a besoin encore de ta procuration. Puisque on vient, le préfet arrive pour donc faire la lecture, présenter donc le document et vous vous mettez en ordre. Oui, mais pourquoi léser le citoyen? Non, qu'est-ce que vous appelez léser? Qu'est-ce que vous n'entendez par léser le citoyen? Le citoyen n'a pas voté. Est-ce que c'est quelqu'un hors du conseil qu'on a désigné? Ce n'est pas les citoyens qui ont voté pour lui pour qu'il soit dans le conseil communal? Oui, mais des communes ont vu parachuter à leur tête presque en grille des intrus. Tu sais, il peut arriver qu'on fasse ton bonheur sans t'avoir associé. Ah oui? On a déjà eu ton avis et tu as déjà envoyé un conseiller à la mairie. C'est toi qui l'as envoyé à la mairie. Oui. Aucun maire n'est devenu maire sans être élu conseiller. Maintenant, lorsque le parti trouve que cette personne-là, elle a les qualités donc, de la bonne gestion des ressources humaines, les qualités de la bonne gouvernance, croit en cette personne et le positionne en tant que bon militant, il lui revient maintenant de retourner la confiance par la bonne gouvernance. S'il ne gouverne pas bien, si le parti le désigne et que pendant son temps, c'est toujours des accrochages, les projets ne bougent pas, et ce que le président Talon a projeté et qui est très bien, c'est la création d'une agence qui va gérer les gros projets, surtout des fonds qui viennent donc des assistances du gouvernement ou des institutions étrangères. Oui. Je dis ça, c'est une belle chose. Parce qu'en vérité, toute la mafia au niveau des mairies s'organise autour de ces fonds. Les fonds FADEC et autres là. La mafia de toutes les mairies s'organise autour de ces fonds-là. Donc si aujourd'hui, nous avons des agences qui vont gérer donc ces fonds pour que les projets pour lesquels les fonds ont été alloués soient exécutés, que veut le peuple? La paix et le paix. Donc, les citoyens vont bénéficier de ces infrastructures sans problème et vont vivre mieux. C'est ça l'objectif de la bonne gouvernance, surtout délocalisée. Oui. Mais quand vous lisez les différents profils à la tête de nos communes, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, est-ce ce qu'il nous faut comme maire de la promotion du troisième âge dans le Monokoufo à la promotion des intrus, de bons profanes à la tête de certaines communes? Oui, et voyez-vous, moi je dis, vous parlez du troisième âge. Et les profils. Nos ancêtres n'avaient jamais mis pied à l'école du Blanc. Pourtant, ils ont été de bons rois. Ils ont bien gouverné, ils avaient bien gouverné leur royaume. Ils avaient beaucoup de stratégies. Et quand vous prenez le roi Bianzin, permettez-moi, tout ce qu'il a vécu pendant la guerre de résistance et tout ça, il n'a jamais mis pied à l'école. Mais c'est des stratégies, c'est des méthodes. La guérilla, l'approvisionnement des armes, même de l'Allemagne, de ceci, de cela, il n'a jamais mis pied à l'école du Blanc. Donc, je dis que moi, oui, l'intellectualisme joue et participe. Mais je ne dis pas que c'était une condition sine qua non. De deux, et quand nous parlons de troisième âge, ils ont connu un parcours. Si ces parcours peuvent être mis à notre disposition, à la disposition de leur ville, pour s'en sortir, tant mieux. De même, il y a des valeurs qu'on a laissées. Il y a des valeurs qu'on a laissées. Bien sûr. Je vous jure, moi je suis BR. Mais quand je prends par exemple la ville d'Abomey, Oui.
beaucoup, la campagne surtout de l'UP tournait autour de Francis Agbiti. Oui. Mais je te jure, quand j'ai lu le prospectus de ce monsieur, je rêvais pour qu'il soit maire. Mais le parti, son parti, le bureau politique a Est-ce seulement parce que son projet vous a séduit ou, non. Ou il dépense mieux? Non, moi je suis meilleur, donc il ne me dépense pas. S'il dépense mieux, il dépense pour les gens de l'UP. D'abord, c'est quelqu'un, il faut comprendre que moi j'ai combattu l'UP. Vous comprenez un peu? Donc, mais je dis... Parce qu'on sait ce mais, fait mais je dis, quand tu as l'amour de ta ville, des têtes politiques quand tu as l'amour de ta ville, quand tu as l'amour pour ta ville, et tu lis les projets de société, tu dois savoir ce qui est mieux pour donc, ta cité. Et je dis, par exemple, moi, le maire actuel qui est là, Djedou, je n'ai pas lu de prospectus de lui. Je n'ai pas lu un projet de société de lui. Très bien. Vous comprenez? Parce qu'il n'en a pas produit, certainement. Ou alors, je ne suis pas du parti pour connaître son programme. Vous n'avez pas les preuves de ce qu'il n'en a pas produit. Non, je dis, mais moi, normalement, en temps de campagne, nous devons tous croiser les projets de société. Oui. Donc, j'ai eu à croiser, par exemple, le projet de société donc, du BR, du Bloc républicain, avec celui, par exemple, de ce candidat qui, à l'arrivée, n'a plus été désigné. Mais je dis, bon, pourvu que l'amour de la cité puisse l'amener à participer, c'est son parti qui a gagné, qu'il puisse donc reverser ça au profit donc, de l'exécutif qui est là. Et je sors du cadre du système partisan. Encore qu'il ne faille pas être maire pour développer sa commune. Naturellement. Frédéric Bergin, c'est complètement terminé pour ce numéro de Dimanche Politique, la toute dernière rubrique 2021. Qui, selon vous, pour marquer Patrice au talent? Honnêtement, si d'abord, il faut tout individu qui remplisse les conditions. Les conditions d'éligibilité. Tout citoyen qui pourra remplir les conditions d'éligibilité peut battre talent. Mais pour battre talent, le président talent, il faut porter des gants. Parce que le monsieur a un bilan, un résultat. Ce n'est pas comme nous l'avons l'habitude de le dire. C'est là, on n'a pas besoin. C'est pourquoi j'ai dit, au lieu que les gens continuent à dire, président talent, nous nous mettons sur nos genoux pour que tu puisses être candidat, je dis non. Si vous aimez le président talent, que vous aimez le Bénin, prenez les séquences donc de ces réalisations. Allez dans le Bénin profond pour faire vivre. Allez projeter ça aux Béninois pour dire, voici ce que l'homme a fait. Vous avez commencé à bien aborder la question. Vous avez commencé à bien l'aborder, mais là, c'est encore que vous vous échappez, vous écartez encore de la question. J'ai dit qui et quelle stratégie possible pour empêcher Patrice Talon au cas où il venait à se décider de remplir. Mais voulez-vous que je donne à mon adversaire l'âme avec laquelle il va m'abattre? Non, moi je ne veux pas lui dire ce qu'il veut. Mais des profils qui se dessinent, qui pourra vraiment lui tenir tête. Non, vous voyez, c'est pourquoi je dis, le président Patrice Talon a des réalisations, du vrai, du visible. Les autres vendent de la parole. Et les autres n'ont jamais été aux affaires. Et oui. Et je ne les condamne pas. Alors, je ne peux pas t'empêcher de vivre. Je ne les condamne pas. C'est de bonne guerre. Et je dis même à mes amis de la mouvance pour dire non, ne leur jetez pas de la pierre. Eux autres, ils sont dans leur rôle de dire aux Béninois ce qui n'est pas encore fait. Mais à nous de dire aux Béninois, de montrer aux Béninois ce qui est déjà fait. Et c'est moi, personnellement, c'est mon rôle. La présidentielle de 2021 sera-t-elle inclusive? Pourquoi pas? Mais les élections béninoises n'ont jamais été exclusives. Même les communales dernières, elles ont été inclusives. Vous avez les partis d'opposition qui sont allés au compétit, non? On en a connu une tout au moins. Non. Moins inclusive. Non, et vous voyez. Presque pas inclusive. Non. Bon, et comment presque pas inclusive? Il y a. Parlons 2021. Oui. Oui. Non, 2021, je dis, il ne me revient pas de donner à l'adversaire l'âme avec laquelle il va m'abattre. Un. De deux, je dis, pour nous battre là, il faut qu'on porte des gants. Oui, à défaut de vous battre, je dis avant non, de vous battre, il faut y être. Non, mais ils sont. Mais comment pourront-ils y être? Pourquoi pas? S'il y a une série de barrières. Non, il n'y a pas de... C'est ce que je vous dis. La loi. Vous voulez parler il y a du cahier sur mesure, vous le savez. Non, pas du tout. Surtout que vous voulez faire allusion au parrainage. Mon frère, vous reprenez la loi. La loi n'a jamais dit que pour parrainer, ou bien pour être parrainé, il faut qu'on soit donc d'un parti de la mouvance. Jamais.
La loi n'a pas dit ça. D'abord, j'ai dit qu'il ne faut que nous utilisons la ruse pour tromper ce peuple-là. Non, mais à ce jour, si vous étiez maire ou député, auriez-vous le courage de parrainer Joël Aïvo? Auriez-vous le courage de parrainer vous pensez qu'il ne soit pas libre? Mais en notre sein, qui osera? Je te dis ceci. L'opposition, tu sais, dans le Bénin, là, parmi les Béninois là, hein, ceux qui se plaignent du ventre et autres là, parmi des députés, parmi des maires, il y a aussi des gens qui se plaignent. Il y a des maires qui aujourd'hui qui sont maires, qui ont certainement ils se sont fait valoir pour être désignés maires, mais qui aujourd'hui regrettent. Ah oui. Ah, ils regrettent. Eh bien, voilà des gens, par exemple, je prends par exemple un simple exemple, un TC qui a plus de 2 millions. Ça comptait donc les primes de ceci, de cela. Et qui va maintenant, qui devient maire et qui gagne 300 000 francs. Et qui ne trouve plus... Vivre, c'est choisi. Voilà, donc je te dis que c'est des gens aujourd'hui, quand eux autres, lorsque les gens se retrouvent derrière le rideau, on les connaisse mieux. On les connaisse mieux. Et nous les connaissons. Autrement dit, l'opposition peut continuer à croire. Les autres formations politiques peuvent continuer à croire encore. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parmi les 83 députés, parmi les 77 maires, si vous ne pouvez pas réunir 16 signatures, ça veut dire que honnêtement, vous avez encore du chemin à faire. Autrement dit, ils ne sont pas encore tous. Et le président Talon répète à tout le monde, vous êtes libre. Vous avez dit. Oui, c'est une réalité. Et on voulait y croire. Non, c'est une réalité. Frédéric Béhanzin. Je vous en prie. C'est terminé. Merci bien. Votre mot de la fin. Moi, je veux juste demander. D'abord, je vais m'adresser à mes frères mouvanciers. Président Talon, pardon, sois candidat. Président Talon, il faut remplir. Il faut faire cela. Cessons avec ça. L'opposition vend du vent. L'opposition vend la parole. À nous maintenant d'aller dans notre contrée, dans le village le plus lointain du Bénin pour dire voici ce que le président Talon a réalisé pour nous. Parce que dans chacune des communes, il a posé des actes. Il n'en a pas. Il n'a pas cette commune où le président Talon n'a pas posé des actes. Il faut aller leur comparer les périodes. Leur faire signifier seulement qu'il y a pendant 5 ans, nous avions dépensé, on n'a eu que 40 milliards pour l'eau. Mais lui, aujourd'hui, il vous a fait 500 milliards d'eau. Pendant 5 ans, vous avez l'électricité. Vous avez ceci, c'est de ça que le Bénin a besoin. Allons, ramenons le peuple, parce qu'au moment venu, chacun va solliciter le peuple. L'opposition, comme la mouvance, va solliciter le peuple. Et il faut éclairer maintenant ce peuple. N'utilisons pas et n'abusons pas donc de la naïveté du peuple. N'abusons pas de l'alphabétisme du peuple pour tromper le peuple. Frédéric Béhanzin, merci. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre franc-parler, pour votre lecture de l'actualité sociopolitique au Bénin. On vous retrouvera les semaines à venir pour nous aider à disséquer d'autres pans des sujets et faits politiques. Mesdames, Messieurs, c'est donc ici que prend fin ce numéro de Dimanche Politique. On se donne rendez-vous dimanche.